Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, 100 000 francs CFA, 150 € à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Cité en exemple par tous les économistes pour son dynamisme et sa bonne gouvernance, quelles sont les recettes du Rwanda 30 ans après le génocide ? La vision d'ensemble sur ce pays doit se traduire par des stratégies à court, moyen et long terme. Short-term, medium-term and long-term strategies. Alors que les pannes d'électricité continuent de pénaliser une majorité de pays africains, en Somalie, les dirigeants de l'hôpital de Mogadiscio utilisent le solaire pour sauver des vies. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'eau. Et vous pouvez imaginer un hôpital où il n'y a plus d'eau et dans le même temps plus aucune énergie électrique. Le nouveau rapport de la CNUSED sur les pays les moins avancés vient d'être publié. En termes diplomatiques, il critique les acteurs du développement. Donneur comme receveur, son auteur Rolf Träger sera avec nous dans un instant. Les points majeurs du rapport 2009 de la CNUSED sur les pays les moins avancés, c'est que ces pays-là, ils sont tributaires de sources extérieures pour financer leur développement. Et pour finir, direction le Ghana, où comment, en partenariat public-privé, permet à des milliers de petits planteurs d'EVA de devenir leur propre patron. Si vous voulez préparer votre avenir, plantez des EVA, c'est tout. Avec une croissance moyenne de 7,5% par an et un PIB par habitant multiplié par 4, en 10 ans, le Rwanda fait figure de virtuose économique en Afrique et sa stratégie de développement est citée en exemple par les experts, même si pour la FAO, 40% de la population, près de 5 millions d'individus, sont encore en situation de sous-alimentation. Rwanda, la clé du succès, un reportage d'Éric Mounier. La politique économique du Rwanda est en pleine mutation. Car si d'importants progrès ont été réalisés ces dernières années, le niveau de pauvreté est encore élevé et le score à l'international reste faible. Conscient de ces problèmes, le gouvernement a engagé de profondes réformes de son économie. L'une d'elles concerne la restructuration du secteur privé. Le café, par exemple. C'est un moteur essentiel de l'économie nationale qui concerne près d'un Rwandais sur 5 et qui est exporté à plus de 90%. Pourtant, ce secteur n'était pas organisé. Chaque acteur agissait seul, sans connaître ses partenaires. You would find a coffee exporter not knowing the Certains exportateurs de café ne connaissent pas leurs producteurs, ni les fournisseurs des moyens de production, les semences, etc. Et même le gouvernement responsable de ce secteur ignore qui en sont les acteurs. Nous avons donc commencé par une cartographie de clusters. Le cluster est une organisation qui regroupe des acteurs d'un même secteur. Celle du café, le CEPA, a été créée en 2010. Elle est devenue une force de proposition importante et l'interlocuteur privilégié du gouvernement. Ses membres se sont mis d'accord pour établir des normes sur la qualité des produits destinés à l'export et les modes de production. Le cluster permet aussi de bénéficier de tarifs préférentiels, par exemple en regroupant les achats de fertilisants sur de grandes quantités. Car l'objectif commun de l'ensemble de ses membres est d'améliorer la production et la rentabilité de chaque exploitation. Being organized, it will help us to increase, for example, the yield. Une meilleure organisation favorisera par exemple un rendement plus élevé. Each tree is producing 0.7 kg. Jusqu'à présent, un arbre produit 0,7 kg de café vert contre jusqu'à 2 kg dans d'autres pays. Une collaboration avec les agriculteurs permettrait d'accroître leur rendement et de doubler leur production et leurs ressources. C'est donc primordial pour l'économie du pays. Cette restructuration n'est qu'un des volets d'un vaste plan de réforme du gouvernement rwandais qui touche de nombreux domaines, économie, éducation, agriculture,
mais aussi gouvernance. La population peut suivre les principales évolutions sur un site qui leur est spécialement dédié, Rwandapédia. Rwandapédia, it's a data management system. Rwandapédia est un système de gestion de données pouvant être mis à jour à tout moment par les institutions et le public. Ils ont accès aux contributions et alimentent le site web. Financièrement, la BAD nous soutient pour lancer ce projet. Les bailleurs internationaux soutiennent l'ensemble de ces efforts, notamment la Banque africaine de développement qui apporte son appui dans le domaine des infrastructures, du secteur privé, mais également pour le renforcement des compétences. Témoin la création de cette unité spéciale, la SPU, chargée de conseiller le gouvernement rwandais sur ses orientations stratégiques en matière économique. Concernant la SPU ou l'unité du Premier ministre, la vision d'ensemble sur ce pays doit se traduire par des stratégies à court, moyen et long terme. Il faut des responsables au gouvernement central qui aient une approche élargie, non limitée à une stratégie spécifique dans le secteur financier ou d'éthique. Nous essayons donc d'avoir une vue globale indispensable. Avec un produit intérieur brut multiplié par 5 en 20 ans, l'économie rwandaise s'est appuyée sur une politique économique volontariste qui porte ses fruits. Résultat, une croissance forte et régulière de près de 8% par an qui devrait lui permettre de réduire sa dépendance vis-à-vis des aides extérieures et d'atténuer fortement les inégalités sociales. Après une formation en Chine de plusieurs mois, le Togolais Ededona Eshri, concepteur de la plateforme e-agribusiness, vient de signer un accord avec le chinois Quanfeng Aviation. Le contrat prévoit de lancer une formation de jeunes pilotes et une unité de fabrication de drones agricoles au Togo pour le marché ouest africain. Objectif, former 500 pilotes d'ici 2022. Pour le PAM, le Programme alimentaire dans le monde, le Burkina Faso vit une véritable crise humanitaire grave avec des répercussions économiques sans précédent. Près d'un demi-million de personnes ont été forcées de quitter leur foyer et un tiers du pays est secoué par l'insécurité, ce qui porte à 860 000 le nombre de personnes déplacées dans les 3 pays sahéliens, Burkina, Mali et Niger. L'Agence des Nations Unies réclame 150 millions de dollars à la communauté internationale pour faire face à la situation d'urgence. En 2019, le PAM a fourni une aide alimentaire à plus de 2,6 millions de personnes au Sahel. Alors que l'Afrique compte près d'1 milliard d'habitants, le continent dispose de la même capacité électrique que l'Allemagne qui en compte seulement 80 millions. Et tout le monde souffre des coupures qui se multiplient. Les particuliers, les commerçants et les industries, mais aussi les professionnels de santé comme dans cet hôpital de Mogadiscio en Somalie qui ont trouvé une solution innovante. Regardez. Alors que l'Afrique compte près d'1 milliard d'habitants, elle dispose de la même capacité électrique que l'Allemagne, qui en compte seulement 80 millions. Et pourtant, le continent possède des ressources naturelles exceptionnelles qui pourraient lui permettre de produire une énergie propre et capable de répondre à ses besoins croissants. L'énergie propre, c'est le futur. Nous avons 2 défis ici en Afrique. L'un est simplement de sortir de la pauvreté. Et l'autre est de le faire de manière durable. L'énergie propre est le moyen d'arriver à combiner ces 2 objectifs. Ici en Afrique, nous avons l'opportunité de développer l'énergie verte partout où il n'y a pas d'énergie du tout. Et il y a urgence, car si toute l'économie africaine est pénalisée, la santé est directement affectée. Le fonctionnement des hôpitaux est régulièrement perturbé par les coupures. Nous sommes en Somalie, en guerre depuis 2 décennies. L'hôpital Medina, situé dans la capitale Mogadiscio, est l'un des 2 plus grands centres hospitaliers du pays.
Il reçoit plusieurs centaines de patients par semaine. Spécialisé dans les interventions d'urgence, blessés de guerre ou accouchements difficiles, il a donc besoin d'une énergie permanente et fiable. Elle était fournie par un groupe électrogène au fioul, mais souvent en panne. Et cela nous a créé continuellement des problèmes parce que nous avons un seul générateur. Et quand il tombe en panne, nous n'avons aucun moyen de substitution. Donc certains jours, nous n'avons pas d'énergie. Et vous pouvez imaginer la situation d'un hôpital sans énergie. Je me souviens que quelquefois, nous utilisions la lumière des téléphones mobiles pour finir une opération. Chaque jour, pendant 6 à 8 heures, tous les appareils électriques médicaux sont à l'arrêt. L'accès à l'eau devient également impossible car le système d'approvisionnement est lié à une pompe électrique. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'eau. Et vous pouvez imaginer un hôpital où il n'y a plus d'eau et dans le même temps plus aucune énergie électrique. Cela signifie que les conditions hygiéniques chutent considérablement et vous ne pouvez plus garder les patients. Il ne vous reste qu'à fermer ce lieu. Avec l'aide de l'État norvégien, le gouvernement local de Mogadiscio a alors investi dans un nouveau groupe électrogène. Geertsen Solutions, basé en Norvège, et Bredenord, installé en Hollande, ont créé et installé un système hybride utilisant à la fois l'énergie solaire et le fioul et permettant de fournir de l'énergie sans aucune coupure. Une idée simple, mais qui pour des raisons techniques n'avait jamais pu être développée. C'est l'association du solaire et des générateurs. Donc nous utilisons le solaire au maximum et le fioul le moins possible. Dans le passé, lorsque vous utilisiez le solaire, vous aviez besoin soit d'alimentation secteur, soit de batterie. Maintenant, vous n'avez plus besoin de batterie. Donc nous utilisons l'énergie solaire pour les générateurs au maximum et le fioul le moins possible. L'idée est donc de réduire ou supprimer ce qui coûte le plus cher, le fioul, pour les groupes électrogènes classiques. Les batteries pour les systèmes solaires. Une technologie qui permet aussi d'avoir une solution alternative aux difficultés d'approvisionnement en pétrole qui peuvent survenir. La solution est née dans ces bureaux d'études et consiste à coupler 3 générateurs. Dès que l'un d'eux s'arrête, faute d'énergie solaire disponible, l'autre prend le relais. Un système informatique analyse en permanence le fonctionnement des générateurs et calcule la production d'énergie la plus efficace et la moins coûteuse entre les 3 machines. Lorsque le soleil n'approvisionne plus les générateurs, le système bascule vers ses ressources en fioul, mais uniquement en dernier recours, et le temps que les machines puissent se reconnecter sur le solaire. Le coût de cette nouvelle installation est d'environ 500 000 €. C'est financé par le gouvernement local, les gouvernements du Kenya, de la Somalie et de la Norvège. Ce sont les institutions qui ont apporté l'argent pour trouver la solution. Parce qu'un hôpital qui ne peut pas faire de chirurgie et qui n'a pas d'électricité pour faire les accouchements, c'est extrêmement difficile. Avec un ensoleillement de près de 300 jours par an, la durée d'utilisation du fioul est réduite à son minimum. Et si le coût de l'installation est plus élevé que les générateurs classiques, l'investissement peut être rapidement rentable. Le système va permettre à l'hôpital de réduire d'au moins 30% la quantité impressionnante de fioul utilisée chaque mois. Auparavant, nous utilisions 9000 litres de fioul par mois. Et nous n'avions que 18 heures d'électricité par jour. Maintenant, nous n'utilisons que 6000 litres de fioul et nous avons l'électricité pendant 24 heures. Au final, l'économie réalisée sur le pétrole va permettre d'amortir une grande partie des investissements effectués. D'ici seulement 6 ans, les 3 générateurs et l'ensemble du système seront totalement remboursés. Mais le gain est évidemment surtout pour la santé des patients. La Somalie traverse une guerre civile depuis plus de 20 ans qui a fait près de 300 000 morts. Les blessés soignés à l'hôpital, victimes d'attentats ou les nouveau-nés en difficulté sont toujours entre la vie et la mort. L'accès continu à l'énergie et un fonctionnement régulier des appareils médicaux
fera pencher plus souvent qu'aujourd'hui la balance du bon côté. Bienvenue pour la suite de Business Africa. Le rapport annuel de la CNUSED sur les PMA, les pays les moins avancés, vient de sortir. Un rapport sur un ton nouveau qui recommande à tous les acteurs de développement, pays bénéficiaires comme les donateurs, de faire des efforts pour améliorer l'efficacité de l'aide au développement. Créée il y a 55 ans, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement rassemble les 193 pays de l'ONU et a pour objectif de favoriser le développement des pays moins avancés. Le directeur de ce rapport, l'économiste Rolf Traeger, est de passage à Paris. Il a accepté de répondre à mes questions. Bonjour Rolf Traeger, merci d'avoir accepté d'apporter votre éclairage sur ce dernier rapport 2019 sur les PMA qui sort cette semaine. Est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots l'idée majeure qu'il faut retenir de ce rapport ? Oui, disons que les points majeurs du rapport 2009 de la CNUSED sur les pays les moins avancés, c'est que ces pays-là, ils sont tributaires de sources extérieures pour financer leur développement. Des sources officielles, des sources commerciales, les philanthropes, etc. Donc le message principal, c'est qu'il est absolument essentiel que ce soit les gouvernements des pays les moins avancés qui soient aux manettes et qui prennent l'essentiel des décisions sur l'allocation de ces financements extérieurs. En lisant votre rapport, on a l'impression qu'en termes très politiquement corrects, vous estimez que l'aide au développement, qui représente plusieurs milliards de dollars chaque année, manque cruellement d'efficacité. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas un immense gâchis ? Disons qu'il ne s'agit pas d'un gâchis, mais il y a des modifications, des améliorations qui peuvent être apportées à l'allocation des ressources et spécialement si les ressources sont plus allouées au secteur productif qui développe l'économie des pays pauvres et ainsi aide à combattre la pauvreté. Donc l'aide publique au développement est importante, elle a un rôle important à jouer, mais il y a des améliorations à apporter. Concrètement, quels sont les acteurs qui doivent améliorer leur efficacité ? Oui, il y a un rôle à être joué par tous les acteurs du développement. Tout d'abord, les États dans les pays les moins avancés, mais également de la part de leurs partenaires du développement, que ce soit les agences des Nations Unies, les bailleurs de fonds, les institutions philanthropiques privées. L'important, c'est que tous ces agents-là se mettent d'accord et qu'ils respectent les priorités de développement national qui sont établies par le gouvernement en consultation avec leur société civile. Est-ce que malgré la lenteur des progrès dans la lutte contre la pauvreté, vous restez optimiste ? Oui, je suis relativement optimiste parce que je sais que même s'il y a des difficultés par le présent, tout dépend de la volonté des acteurs, que ce soit les gouvernements nationaux, que ce soit les investisseurs étrangers, l'entrepreneuriat national, que ce soit les philanthropistes. Donc, si ces acteurs-là arrivent à trouver un accord, une entente sur l'allocation de l'aide et sur les priorités qui sont celles du développement national, il y a beaucoup plus qui peut être réalisé. Merci Rolf Traeger. Merci beaucoup. Une vingtaine d'entreprises ivoiriennes viennent de se rendre au Libéria à l'invitation des autorités locales. Selon la National Investment Commission, le pays importe près de 99% de ses besoins industriels et de consommation de la Chine, du Japon, des États-Unis, de l'Union européenne ou encore de Côte d'Ivoire. Pour les patrons ivoiriens, la Côte d'Ivoire présente de gros atouts face à ses concurrents, une frontière commune, une heure d'avion pour relier Monrovia et Abidjan, de quoi faciliter les échanges commerciaux entre les deux voisins. L'Éthiopie vient d'obtenir un financement de 90 millions de dollars du FIDA, le Fonds international de développement agricole, pour un projet de renforcement des moyens de subsistance dans les basses terres. D'un coût total de 451 millions de dollars, cette initiative vise à augmenter la résilience au choc climatique dans les régions les plus pauvres du pays, en particulier les régions qui dépendent de l'agriculture pluviale et du pastoralisme pour leur survie. Le projet devrait bénéficier à 500 000 familles éthiopiennes.
Au Ghana, l'agriculture représente près de 20% du PIB et emploie 42% de la population active. GREL, la filiale ghanéenne de la Société internationale de plantation DVA, est le leader du secteur dans le pays. Exploitant près de 15 000 hectares de plantation, elle s'approvisionne auprès de 9 000 petits producteurs. En partenariat public-privé avec l'Agence française de développement, a permis de lancer un vaste programme d'aide aux petits planteurs depuis 1986. Reportage Aurélie Turc. Alors que le Ghana vient d'entrer dans le club des producteurs africains de pétrole, le pays joue aussi la carte du développement agricole en misant sur la culture de l'EVA. Troisième exportateur africain de caoutchouc avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le Ghana veut profiter à plein de la hausse durable des cours du caoutchouc naturel face à une demande croissante de l'industrie automobile. Dans les environs de Takoradi, à 240 km à l'ouest d'Accra, un vaste programme de plantation villageoise mis en œuvre grâce à un partenariat public-privé a déjà bénéficié à plus de 80 communautés locales. Objectif, permettre à de nouveaux agriculteurs l'exploitation de leurs propres parcelles. I first came into this rubber project in 95. J'ai intégré ce projet en 1995, au moment où la culture de l'EVA a été introduite dans le pays. J'ai suivi une formation pour apprendre les bases sur le caoutchouc, des méthodes de culture jusqu'à l'entretien. J'ai appliqué ces conseils. Aujourd'hui, je possède 5 hectares et j'ai l'intention d'agrandir mon exploitation. À fin 2011, à raison d'une parcelle de 4 hectares par planteur, près de 22 000 hectares d'EVA ont été plantés par 5 450 villageois. Ils vendent leur production à la société GREL, Ghana Rubber Estate Limited, filiale du groupe ivoirien Sifka, qui exploite directement 15 000 hectares d'EVA et qui traite dans cette usine 16 000 tonnes de latex chaque année, vendues en quasi-totalité à Michelin pour la fabrication de pneumatiques. Le nombre de petits exploitants travaillant dans ce secteur a considérablement augmenté. Après 17 ans, 50% d'entre eux travaillent dans la culture de l'EVA. Comme l'EVA est récolté toute l'année, la vente à l'usine du caoutchouc naturel représente pour les producteurs un revenu mensuel régulier d'environ 700 000 francs CFA, plus de 1 000 €, soit 10 fois le salaire agricole moyen au Ghana. Des bases viables d'autonomie pour qu'une fois sortis du projet, les planteurs puissent développer leur exploitation. Nous sommes à même de plaider et de négocier les meilleurs prix pour nos membres. Nous ne voulons pas qu'ils aillent sans cesse réclamer des crédits supplémentaires aux banques. Nous avons pris conscience que tout cela coûte très très cher. Nous avons donc créé notre propre système de crédit. Tout le monde y participe. Quand l'un de nos membres a besoin d'un prêt, nous pouvons lui prêter de l'argent avec un très faible taux d'intérêt. Un nouveau plan d'appui aux plantations villageoises d'un montant de 18 millions d'euros pour les régions de l'Ouest et du Centre devrait débuter l'année prochaine. L'objectif est maintenant d'élargir le programme à d'autres partenaires privés, en veillant au respect des règles de concurrence loyale avec les petits planteurs. Sur les VA, GREL est en situation de quasi-monopole, mais en réalité, il y a un petit opérateur qui, lui, souhaite mettre en place une usine. Donc l'idée aujourd'hui est d'accompagner cet opérateur privé pour mettre en place un schéma équivalent et le faire rentrer donc dans ce schéma pour qu'il ait ses outgrowers qui puissent ensuite produire pour alimenter sa propre usine. 20 ans après avoir lancé ce projet d'appui aux petits planteurs d'EVA, le succès est au rendez-vous. Le développement de la filière du caoutchouc au Ghana a permis ces dernières années de diminuer l'exode rural, d'augmenter les revenus des agriculteurs et de lutter contre le chômage. 3000 emplois supplémentaires devraient être créés avant 2 ans, notamment chez les paysans et les jeunes. Un jour, je pense que les jeunes ne voudront plus aller dans les grands centres urbains pour travailler. Ils finiront par se demander « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Nous, les chefs, nous sommes prêts à leur céder des terres pour qu'ils participent à ce beau projet. À terme, ce mode de développement et de financement contractuel pourrait bien servir de modèle sur le continent
pour être répliqués à d'autres productions agricoles. Si vous voulez préparer votre avenir, plantez des EVA, c'est tout. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 100 000 francs CFA, 150 €. Il s'agit du jeu numéro 512. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Au Rwanda, en 4 ans, le PIB a été multiplié par réponse 1, 2, réponse 2, 4, réponse 3, 5. Deuxième question. Quel est le pourcentage des importations du Libéria? Réponse 1, 25%. Réponse 2, 75%. Réponse 3, 90%. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 512. Le gagnant recevra 100 000 francs CFA par mandat comme notre gagnant du jour qui s'affiche à l'écran. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission 508. Petit rappel. Première question. En Éthiopie, le café fait vivre. Réponse 15 millions de personnes. Deuxième question. L'agriculture en Afrique représente. Réponse 65%. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur nos chaînes Vimeo et YouTube. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Salut à tous!